Voilà donc bonjour chères auditrices, chers auditeurs, nous sommes vendredi le 15 février, vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine, une émission qui favorise la parole de la victime prioritaire. Alors nous vous rappelons, chers auditeurs, chères auditrices, que notre émission de la semaine dernière était consacrée à ces enfants, ces parents, ces grands-parents qui sont pris dans l'engrenage de la direction de la protection de la jeunesse. Autrement dit, il faut vivre l'enfer de la DPJ pour savoir de quoi nous allons continuer de parler ce matin. Alors notre dernière émission nous a éclairé suffisamment que le suicide, malheureusement, fait partie de cette mésaventure déclenchée par la direction de la protection de la jeunesse. Et si vous me demandez pourquoi, la réponse, il faut attendre peut-être un jour la visite des agents de la DPG à votre tour. Il faut attendre qu'un tribunal de la jeunesse vous enlève la garde de votre enfant, si ce n'est pas plusieurs, et vous empêche de les voir pour une durée déterminée ou indéterminée, parce qu'un représentant de la DPJ avait décidé de la sorte. N'oublie pas que dans la plupart du temps, un rapport de signalement, d'évaluation, à tort ou à raison, est largement suffisant pour que vous perdiez votre enfant pour longtemps si ce n'est pas pour de bon. Maintenant, rapport, décision, dans ce contexte, représente l'institution de l'État, la DPJ, et vous devrez se battre et de quelle manière avec cette force intouchable si vous souhaitez revivre avec votre enfant de nouveau. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la force et le courage de mener ce combat, un peu injuste au départ. Voilà pourquoi il y a parmi ses parents, ses grands-parents, ses enfants aussi qui vont devenir adultes un de ces jours. Il y a celles et ceux qui préfèrent tout simplement s'effacer, partir loin, quitter notre monde parce qu'il y a un peu trop, notre monde si vous voulez, il est un peu trop crapuleux à leur goût. Donc il faut comprendre aussi que dans cette société ou notre société, une société comme la nôtre, basée sur les mensonges, manipulations et indifférence, il devient difficile, voire impossible, de rendre à César ce qui lui appartient. Et comme nous avons eu plusieurs réactions à la suite de notre dernière émission intitulée « La DPJ mène au suicide », nous allons continuer cette semaine dans cette veine, bien sûr, avec d'autres témoins qui se sont déplacés à notre invitation pour nous expliquer d'abord les enjeux de l'intervention de la DPJ au milieu familial et aussi voir s'il y aura des solutions à tous ces drames qui secouent des centaines et des centaines de familles québécoises. Alors, je vous rappelle que nous avons invité l'année passée à cette émission M. Jean Stoll, porte-parole du groupe de défense de l'enfant et de la famille. M. Jean Stoll va encore plus loin dans ses accusations contre la direction de la protection de la jeunesse. Il accuse de crimes contre l'humanité. Preuve à l'appui. Nous comprenons aussi que vous pensez qu'il s'agit d'une exagération, mais je vous assure, chers auditeurs, chères auditrices, si vous entendez et rencontrez le nombre de personnes que nous avons rencontrées, si vous allez rapidement comprendre que la situation est alarmante, que les enfants, principalement des familles pauvres et vulnérables, sont devenus une marchandise à prix réduit au Québec. Alors voilà comment nous sommes tous concernés d'être solidaires, d'appuyer les personnes qui veulent venir en aide à ces enfants en difficulté, de revoir leurs parents, à ces parents et en détresse permanente à ces grands-parents découragés, épuisés, qui demandent aujourd'hui de l'aide. Maintenant, ce qui nous révolte le plus, c'est de voir que des professionnels qui souhaitent venir en aide à ces enfants sont intimidés, menacés, poussés au bout du rouleau pour lâcher prise. Les groupes de défense de l'enfant au Québec sont nombreux, mais leur voix, sans votre appui, chers auditeurs, chères auditrices, restera suspendue et les enfants victimes, les parents, les grands-parents continueront de souffrir. Avec vous, aujourd'hui, ce matin, au micro, Hadj Zitouni, porte-parole du mouvement Action Justice, un organisme qui fait, soi-disant, la surveillance civile de nos institutions judiciaires afin de prévenir et dénoncer les abus de pouvoir et les injustices. Alors, mes invités aujourd'hui sont Adam Richard, auteur de plusieurs articles sur les injustices au Québec. Il utilise son blog comme plateforme de ses écrits. J'ai également Madame Anne Godin, victime de la DPJ, qui a réussi à l'aide d'une professionnelle, Madame Chantal Minou, psychoéducatrice, de gagner une partie de sa cause.
nous après, si vous voulez, après des faux diagnostics. Vous allez voir son témoignage. Et nous tenterons aussi de rejoindre, si c'est possible, Monsieur Gilles Boivin, président fondateur de la Save DPJ. Monsieur Boivin est membre de l'ordre des conseillers d'orientation du Québec, pour connaître justement la gravité qui guette chaque famille, chaque parent ou grand-parent face à la direction de la protection de la jeunesse. Chers auditeurs, chères auditrices, n'attendez pas d'être une victime pour réagir. Comment protéger nos enfants intelligemment face à la menace de la direction de la destruction de la jeunesse? Appelez les groupes de défense du droit de l'enfant, appelez vos députés, écrivez partout, discutez entre vous les solutions possibles à une sortie de drame qui dure depuis très longtemps au Québec. Restez à l'écoute, chères auditrices, chers auditeurs. Après notre thème musical, nos invités vous apporteront plus d'éclairage à ce sujet. C'est une émission formidable sur les problèmes de société, où des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique, pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seuls pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société, une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison méritée, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié.
Voilà, donc bonjour chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine. Alors, j'ai sur la ligne avec moi Monsieur Gilles Boivin. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai avec moi sur la ligne Monsieur Gilles Boivin, et qui est président fondateur de la CFDPJ. Monsieur Gilles Boivin, merci d'avoir accepté de discuter avec nous ce matin. J'aimerais bien poser la première question pour vous. Qu'est-ce qui vous a vraiment poussé d'être impliqué à ce niveau-là? Oh, c'est très simple. C'est que ça faisait déjà quelques années, étant intervenant du secteur d'éducation, ça faisait déjà quelques années que je remarquais certaines incongruences ou certaines choses qui m'étonnaient de la part de la DPJ face à certains élèves avec lesquels j'avais intervenu. Oui. Et ça me posait certaines questions, puis à chaque fois je me disais, finalement, ça doit être un cas d'exception. Mm-hmm. Ça doit être un autre cas d'exception. Oui. C'est sûr que des fois, il peut y avoir une erreur. Puis, mais de fil en aiguille, je me rendais compte que si moi, seul, comme intervenant, j'en voyais autant, je me disais, il doit en avoir pas mal plus que ça. Il y a un problème. Et lorsque j'essayais d'intervenir auprès de la DPJ pour dire, écoutez, j'ai remarqué telle ou telle chose auprès de tel élève, il y a tel jugement qui a été rendu, ça me semble incongruent avec la situation. Oui. Oui, il y a quelque chose qui va pas, il y a une contradiction. Et là, on me disait, écoutez, le jugement a été rendu, on fonctionne avec ça maintenant. Oui. Voyons, non, c'est pas. Ça me semblait aberrant. Et jusqu'à temps que certains de mes proches soient victimes d'abus de pouvoir de DPJ. Oui. Et là, ça m'a décidé de dire, non, faut faire quelque chose. Et en association avec d'autres membres fondateurs, comme Mme Claudette Deblois, qui est actuellement coordonnatrice de la CFDPJ, on a créé la Société d'aide et d'information aux victimes de la DPJ. Oui. Finalement, il y a eu une période de gestation, je vous dirais, en 2005-2006, jusqu'à l'accréditation en décembre 2006. Alors, M. Gilles Boivin, si j'ai bien compris, donc ce n'est pas un cas isolé, là. C'est quelque chose de généraliste. Absolument. Oui, absolument. Vous iriez dans toutes les régions du Québec. Oui. Abitibi, Montréal, Québec, Basse-Laurentide, Haute-Laurentide, un peu partout, vous retrouveriez les mêmes abus de pouvoir, les mêmes dérapages, l'arbitraire, la manipulation. C'est flagrant et du même type tout le temps. Hein. C'est le même. C'est la même façon de fonctionner, là. C'est assez remarquable. Monsieur Boivin, c'est une situation qui dure pas depuis hier, hein, c'était depuis très longtemps, si j'imagine. Et vous êtes en train de dire aujourd'hui, ce matin, que la situation est de pire en pire. Est-ce que je peux conclure ça? En fait, de pire en pire, c'est difficile de savoir si c'est de pire en pire ou si ça a toujours été comme ça. Ce qu'on sait, c'est que ça s'est pas amélioré, en tout cas, loin de là. Oui. Et ce qu'on remarque, c'est depuis l'adoption de la loi 25, le pouvoir des DPJ s'est accru. Hein. Ils sont de plus en plus arrogants. Ils s'en permettent davantage, sans aucune impunité. De toute façon, ils savent qu'ils ne sont pas poursuivis, et puis s'ils sont poursuivis, ils ne sont pas sanctionnés. Tout à fait, parce que même il y avait, je me souviens bien, sur ces ondes-là, dans l'une de mes émissions, il y avait quelqu'un qui me disait que un fonctionnaire de DPJ qui lui disait que la DPJ elle est au-delà de la justice. C'est encore plus fort que de la justice. Oui, effectivement, oui. Je n'aime pas tellement entendre ça, mais effectivement, c'est ce que les autres croient. Mais je dis c'est ce que les autres croient. Mais d'une certaine façon, ils ont pratiquement raison dans les faits lorsqu'on regarde la situation, même si ça fait pas notre affaire. Oui. C'est qu'on se rend compte qu'ils peuvent entrer chez les gens, ils peuvent retirer des enfants sur la base de perceptions, d'évaluations très sommaires.
scolaire, et quand ils se rendent compte qu'ils se sont trompés, finalement, ils essaient de trouver quelque chose. C'est-à-dire pour reculer, ce sera difficile, vous voulez dire. Ah oui. Le mal est déjà fait. Il ne recule pas. Oui. Il ne recule pas, et c'est ça qui est épouvantable. Je dis, comment est-ce qu'un organisme peut fonctionner comme ça? M. Boivin, est-ce que vous affirmez aujourd'hui que vraiment la DPJ compromis gravement le développement de plusieurs enfants? Absolument. Absolument. Écoutez, quand vous voyez une famille, disons, de 4 enfants, dont les 4 enfants sont retirés de la famille et disséminés un peu partout à travers le Québec dans d'autres familles, retirés de leur école d'origine, c'est effectivement très mauvais pour le développement de l'enfant. Très mauvais. Et on va d'ailleurs, dans la très grande majorité des cas, on va se trouver ces enfants-là dans les classes d'adaptation scolaire par la suite. C'est quasiment 100%. Non? Oui. Dans l'émission, dernière émission qu'on a eue ensemble ici, on a même été allé plus loin. On a intitulé comme DPJ mène au suicide. Est-ce que vraiment c'est une porte aussi ouverte? Oui, ça c'est déjà arrivé. Je vous dis pas que ça arrive très fréquemment parce que la personne humaine a souvent des ressources qu'on ne soupçonnerait pas. Mais il reste que oui, définitivement. On a vu, je me souviens, c'est l'an passé ou il y a 2 ans, je crois, un jeune dans la région de Québec qui s'est suicidé dans un centre de jeunesse, entre autres. Par désespoir. Et j'ai vu dans d'autres situations des parents qui tellement affectés par la perte de leur enfant et qui vivaient une certaine culpabilité, même dans certains cas, à savoir, tu sais, une jeune dame monoparentale qui est en situation difficile, se sent un peu dépressive, fait appel à la DPJ et demande... Ça veut dire quand toutes les portes sont fermées, alors elle passe à l'acte. Non, on peut demander de l'aide. À ce moment-là, on dit oui, OK, venez demain avec votre enfant et tout ce qu'on trouve à lui donner comme aide, c'est de lui enlever son enfant. Alors, cette dame-là, elle vit de la culpabilité et puis là, elle se dit, écoute, ils ont peut-être raison. Alors, on dit, on vous oblige à faire telle thérapie, telle autre. Une fois qu'elle a fait tout ça, on dit, mais maintenant, écoutez, c'est parce que là, votre enfant est habitué avec une nouvelle famille d'accueil, il faut prendre le temps et finalement, possiblement que cette femme-là n'aura jamais son enfant dans certains cas. Là. Oui. Et là, elle vit beaucoup de culpabilité et voilà, on voit les problèmes de santé mentale émerger et puis ça peut déboucher au suicide. On l'a déjà vu à quelques reprises, définitivement. Vous avez déjà entendu parler de Jean Stoll, je pense. Jean Stoll, bien sûr. Oui, alors Jean Stoll, il a été allé un peu même plus loin, donc il accuse le gouvernement de crimes contre l'humanité. Et pour lui, c'est preuve à l'appui. Est-ce que vous défendez cette... Oui, dans l'optique où Yann l'amène, à savoir que à partir du moment où on torture un individu mentalement, effectivement, on le met dans des situations où il est reclus sans aucun droit. On fait un crime contre l'humanité là. Quand on harcèle un parent jusqu'à l'amener à développer des problèmes de santé mentale, on est au niveau de crime contre l'humanité. On parle pas nécessairement de tuer directement des personnes. Tout à fait. Crime contre l'humanité. M. Gilles Boivin, juste savoir, est-ce que pensez-vous réellement que le politique ici au Québec, il est conscient de cette situation? Si le politicien est conscient. Oui. Seigneur, c'est une très bonne question. Je pense que c'est vraiment très difficile de répondre à cette question-là. Oui. Je donnerai deux points de vue. Mon premier point de vue, c'est que certains politiciens sont probablement conscients de cette situation-là, mais se disent, il faut ce qu'il faut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de protection de la jeunesse et ils préfèrent mettre le chapeau par-dessus la situation. Dans d'autres cas, comme j'ai déjà discuté avec M. Gautrin d'un ancien gouvernement,
qui était député dans la région de Verdun. Et puis, lui disait, voyons, je comprends pas ça, c'est pas ce qu'on a voulu avec la loi 25, voyons. Il semblait très, très étonné et donc absolument pas conscient de la situation et il pensait en fait que nous exagérions au moment de lui parler des faits. Et puis, ces politiciens-là, en bout de ligne, sont portés à minimiser ce qu'on peut dire, ce qu'on peut apporter comme preuve en disant, c'est des cas isolés. Et en fait, sur le coup, je peux pas leur en vouloir tant que ça au départ, parce que moi-même, comme intervenant, pendant des années, je me disais, c'est des cas d'exception, Mais à un moment donné, ça me frappe au visage. Je dis, non, ce n'est pas des cas d'exception. Alors, c'est certain qu'il y a plusieurs politiciens qui je pense qu'ils ont une démarche de réflexion à faire. Ils ont une évolution à faire au niveau de leur vision de la chose avant de pouvoir passer à l'action. Sauf que ça prend une ouverture. Oui. Actuellement, il y a beaucoup de politiciens qui sont absolument pas ouverts à parler de la DPJ. À la minute qu'on ils entendent parler de DPJ, tout de suite, ils se tournent de bord, là. Puis tout parti confondu, hein. C'est ce qui est dramatique, là. Monsieur Boivin, j'espère que vous n'êtes pas en train de nous fermer toutes les portes. Ça veut dire, j'espère qu'il y a des solutions à court terme et à long terme. Selon vous, vous êtes quelqu'un de terrain et tout. Ouais. Quelles sont les solutions envisageables? Et s'il y a une possibilité ou non, de commencer par peut-être court terme, peut-être? Oui, dans le court terme, écoutez, je vous dirais que un peu comme dans le cas des syndicats, oui. Il faut utiliser les organismes qui nous permettent d'avoir une aide rapide lorsqu'on est victime de DPJ. Donc, oui. Effectivement, la CFDPJ est là, en ce qui nous concerne, nous, pour soutenir, aider, informer les personnes qui sont aux prises avec des abus de la part de la protection de la jeunesse. On va dénoncer les abus, on va soutenir des changements aux différentes dispositions qui amènent les abus en question, on va offrir une tribune aux abusés. Donc, si on sait pas quoi faire dans un premier temps, je pense qu'il faut regarder les organismes les plus près qui peuvent nous apporter une aide, là. Bon, ça, dans l'immédiat, au jour le jour, là, c'est ce qui peut être fait. D'autre part, ce qui peut aussi, ce qui peut être fait, c'est pour les gens, c'est de s'affirmer face à un abus de la DPJ ou ce qui leur semble être un abus. Les gens ne doivent pas s'écraser. Ils doivent relever la tête et hausser le ton. Quand, en général, la DPJ voit que les gens se tiennent debout davantage, ils sont un peu plus prudents. Et aussi, toujours être accompagné par rapport avec par un autre intervenant, un parent qui fait en sorte que ça devient plus gênant aussi pour un agent de DPJ de faire de l'abus ou certaines manipulations. Oui. Maintenant, au niveau de la structure, ce que ça prendrait, moi, de prime abord, il y a 3 gestes qui devraient être posés. Ça nous prendrait un ombudsman, qu'on appelle, oui. Qui lui, serait indépendant, ne relèverait que pourrait relever toutefois par contre du ministère des Affaires de la Santé et des Services sociaux ou du ministère de la Justice, peu importe, mais qui soit totalement indépendant de la DPJ, qui relève pas du même conseil d'administration de la DPJ comme les commissaires aux plaintes. Il sera désigné par qui? Pardon? Il sera désigné par qui? Qui serait désigné par le gouvernement. Okay. Qui serait désigné par le gouvernement. On s'en va pas. Oui. Marqué que là, il y a, pour ce qui est de cette mécanique-là, comment il serait élu, comment il serait choisi, oui. On pourrait s'y attarder davantage. Mais à la base, c'est le gouvernement qui le nommerait. Et ça permettrait à ce moment-là de pouvoir permettre aux gens victimes d'abus de faire des plaintes là, directement. Monsieur Boivin? Ça donne quelque chose, là. Monsieur Boivin? On fait une plainte même au niveau du protecteur du citoyen. Oui. Monsieur Boivin, excuse-moi, vous êtes dans ce poste-là, vous occupez le poste de président depuis 6 ans, si je ne me trompe pas, ou plus même? Oui, depuis la création. Est-ce que ces propositions-là, est-ce que ces propositions ne sont pas déjà faites au gouvernement jusqu'à présent?
Elles sont faites, mais n'ont jamais été reçues. OK. Dernière question, M. Boivin. Pensez-vous qu'il y a un parti pris, c'est-à-dire il y a une responsabilité au niveau des médias? C'est-à-dire on voit que les médias ne couvrent pas suffisamment ce problème pour que le politicien, justement, il peut prendre conscience, il y aura assez d'informations pour vraiment voir que c'est un cas alarmant. J'aime votre question parce que c'est quelque chose contre lequel on se bat depuis notre création. Nous, il est très difficile d'avoir le support des médias dans nos interventions face à la DPJ. Il y a certains rares médias comme le vôtre, un certain hebdo aussi des Laurentides. Il y avait un monsieur André Arthur aussi dans la région de Québec qui n'hésitait pas à nous appuyer ou appuyer d'autres organismes qui relevaient la tête face à la DPJ. Mais très généralement, les médias semblent avoir peur de la DPJ. Certains journalistes semblent avoir réellement peur. Exactement. Savoir la minute tu leur parles de DPJ, c'est dangereux, c'est touché comme on dit, faut faire attention, on peut pas nommer. Ça devient excessivement difficile. Là, ils vont nous demander des preuves, ils vont nous demander des noms de témoins, ils vont nous demander un tas de choses alors qu'ils ne le feraient pas pour un autre type d'information. Et même quand on leur apporte des preuves, des témoins, finalement, ça passe pas. C'est arrivé à au moins 5 reprises là, de mémoire là, où le journaliste s'est tourné de bord puis n'a jamais communiqué l'information. Il y a à Drummondville, au niveau des médias radiophoniques, où on a eu une certaine couverture, mais je peux vous dire que oui, effectivement, c'est un problème. Si les médias avaient l'impression d'avoir les mains libres face à la DPJ et de pouvoir communiquer l'information, ils le feraient plus. J'ai l'impression que plusieurs journalistes ou plusieurs médias n'ont pas cette impression-là de pouvoir avoir les mains libres, de pouvoir... Dernière question, M. Boivin. Pour les gens, les victimes qui sont en train de vous entendre, vous écoutent ce matin, est-ce qu'il y a-t-il un message d'espoir? Oui, il y a un message d'espoir. Il y a un message d'espoir en ce sens que il y a quand même des organismes qui sont là pour eux, qui sont nés dans les 10 dernières années. Oui. Et je pense que les gens doivent s'informer auprès de ces organismes-là. Ils ne sont plus seuls. À partir du moment où on sait qu'on n'est plus seul, on réussit davantage à faire face aux difficultés. Je pense que c'est le principal message d'espoir. Puis je pense qu'en parlant à son député, quand on a l'occasion, à chaque fois, ça aussi, c'est très favorable. Et puis, il y a quand même des gestes qui sont posés là, au plan international, au niveau de plaintes à l'ONU. Donc, il y a des choses qui se font, il y a des gens qui travaillent là, pour les gens dans ce sens-là, puis je pense que c'est l'espoir. Ce que j'aimerais aussi ajouter, c'est que si des gens peuvent demander à leurs députés que les intervenants de la DPJ soient imputables de leurs gestes, comme on le demande à d'autres intervenants dans d'autres milieux victimes de corporations, assujettis à certaines corporations, ce serait déjà énorme. Monsieur Gilles Boivin, président fondateur de la Save DPJ, je te remercie énormément pour votre intervention. Ça me fait plaisir. Merci, au revoir. Au revoir. Chers auditrices, chers auditeurs, on va juste faire une petite pause musicale. On va revenir avec les témoins qui sont autour de moi. Adam Richard, Chantal Minot et Madame Anne Gaudin. Annie Gaudin, merci. Alors, restez à l'écoute. Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien,
soit marré. Si c'était le cas, on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con, mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond, y a qu'une seule règle en somme: se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus. Les dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal de parler de paix, de fraternité quand des SDF crèvent sur la... Voilà, donc, chers auditrices, chers auditeurs, c'était Monsieur Gilles Boivin, président fondateur de la Save DPJ, qui nous a quand même éclairé un petit peu sur cette situation dramatique qui tourne autour de la DPJ. Et j'aimerais bien poser la question à Madame. Bonjour Madame Chantal Minou, merci d'avoir accepté notre invitation pour la deuxième fois. Alors j'aimerais bien, Madame Chantal, vous avez entendu Monsieur Gilles Boivin qui disait que le gouvernement devra ou il peut désigner un ombudsman. Est-ce que vous pensez que l'idée elle est bonne? Non, pas vraiment, parce qu'il y a eu... Vous êtes en désaccord? Non, oui. Pourquoi, madame? Parce que j'ai l'expérience avec le protecteur de l'usager qui relevait du ministère de la Santé avant. Okay. Et je fais partie de ceux qui avaient demandé en 2001 que le protecteur de l'usager relève du protecteur du citoyen. Ça s'est fait quand les libéraux sont rentrés. Je pense que c'est une des choses que je peux leur remercier. La seule d'ailleurs. Et je vous dirais que au début, ils ont fait un bon travail, mais maintenant, ils engagent des gens qui viennent du réseau, alors c'est biaisé. Ils étouffent c'est la même chose qu'avant. Je vois les mêmes éléments. Oui, les mêmes agissements. Dans le fond, c'est des systèmes, autant que le commissaire local, le protecteur du citoyen, la commission des droits. C'est tous des systèmes pour épuiser les parents, épuiser les intervenants qui les aident. Et ça aboutit, la réponse est, on peut rien faire, c'est en audition. Il devrait le dire d'avance. Mais Madame Minou, qu'est-ce que vous proposez, vous? Et premièrement, ça prendrait justement un protecteur de l'enfant, mais qui est nommé par l'Assemblée nationale, vraiment indépendant du protecteur du citoyen, indépendant de tous les organismes, vraiment un protecteur de l'enfant au Québec. Parmi les conditions, c'est quoi? Il faut qu'il soit nommé par l'ensemble de l'Assemblée nationale. Oui. Vraiment, je crois que... Puis même, je me demande si on n'aurait pas intérêt qu'il soit appuyé par un certain référendum de population pour s'assurer que ce soit pas biaisé par les partis politiques. Mm-hmm. Parce que plus ça va, plus je vois que le système instaure des lois, des projets de loi. On n'a pas encore déposé un projet de loi pour protéger ceux qui dénoncent, comme moi, comme Maître Binet, comme d'autres personnes. Ouais. Et même pire que ça, on vient de déposer un projet de loi récemment, le 13 février, qui va donner encore plus... qui va écraser encore plus ceux qui dénoncent. C'est le 17? Oui, c'est le 17, c'est le projet de loi 17. Ça a été mis en place, c'est sûr, le côté, l'aspect est bénéfique. Le but, c'est ils ont parti du fait des ingénieurs là pour mettre un peu plus, pour utiliser d'autres jugements. Sauf que l'impact que ça a, c'est que ça donne plus de pouvoir au syndic des ordres. Puis moi, en ce moment, je me fais constamment harceler par le syndic de mon ordre. Parce que justement, et sans raison, il prend des plaintes de tiers de la DPJ, il n'a pas rapport pour... Et ici, dans ce projet de loi-là, je vais te voir déposer un mémoire parce que il donne beaucoup plus de pouvoir, puis en plus, il leur donne le pouvoir de communiquer l'information qu'il y a à tous les ordres professionnels. Fait qu'ils vont pouvoir porter atteinte à moi, par exemple, ou à d'autres, avant qu'on soit passé devant un comité disciplinaire, à tous les ordres. Et en plus, ils vont pouvoir utiliser tous les jugements en dehors. Avant, il y avait le droit d'utiliser le jugement criminel seulement. Là, ils vont pouvoir utiliser les autres jugements, ce qui veut dire, comme une maman qui est ingénieure, qui vont pouvoir utiliser un jugement que la DPJ s'est arrangé pour la faire déclarer querulante parce qu'elle se bat pour son enfant. Ils vont utiliser ça pour porter atteinte à son droit de pratique d'ingénieur. Oui. Et là, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est les plus démunis, ceux qui dénoncent. Je comprends pas ce projet de loi-là. Je sais pas qui l'a fait, mais il y a des avocats, je pense, qui font beaucoup d'argent puis qui n'ont pas intérêt à ce que justice se fasse. Quand la justice, pour moi, ça va juste en Cour suprême, on a un problème de société. Quand la démocratie, on l'atteint juste en Cour suprême, on a un gros problème. On laisse le mot démocratie pour Adam Richard qui va nous parler de ça, mais j'aimerais bien juste savoir, alors que vous êtes en train de parler de manœuvre, ça veut dire
parce que vous avez voulu venir en aide, et vous le faites d'ailleurs, à ces enfants-là, vous avez énormément de difficultés. Oui. Alors, je vous laisse sur ça. J'aimerais bien revenir à Madame Annie Gaudin. Bonjour, Madame Gaudin. Merci d'être ici. Je sais que vous, Madame Chantal Minou, elle est rentrée dans le décor. Oui. Et grâce à elle, grâce à tout ce qu'elle a fait, à l'effort, et grâce à son courage aussi, vous avez réussi à gagner cause. Oui. Vous étiez allé devant le tribunal 8 fois. Cette année passée. Pouvez-vous expliquer aux gens qui vous écoutent aujourd'hui? Ça fait 3 ans que la DPJ est rentrée dans la vie. Vous avez combien d'enfants, madame? 3 belles filles. Puis le problème, c'était pas un signalement concernant la maison, c'était concernant l'école. Ils voulaient parce que les enfants, ils n'avaient pas eu des bons résultats scolaires. C'était vraiment un faux diagnostic. Premièrement, ils voulaient absolument que les filles aillent à l'orthopédagogue pour quelques raisons. Là, on parle vraiment le niveau primaire où un enfant est en apprentissage. Ouais. J'ai vu après 3 mois qu'il n'y avait aucun résultat. Peu importe que je demandais à l'orthophoniste ou l'orthopédagogue dans le temps. Madame Gaudin, parce que vous avez une difficulté à l'école, alors la DPJ va rentrer dans le décor. L'école a appelé, l'école a fait le signalement, puis ils me l'ont même dit. Et moi, j'ai répondu, si c'est le cas, ben d'abord, toute la province doit être sûrement appelée, parce que écoutez, je comprends, c'est illogique, là. C'est sérieux. Oui. Alors, suite à cet appel-là, suite à ce signalement-là, la DPJ rentre dans le décor, et qu'est-ce qui est arrivé après? Excusez-moi, je veux juste préciser quelque chose. Prie, Madame la DPJ est rentrée dans le décor et l'école a porté plainte, je vous le dirais, à un moment propice de vulnérabilité de la famille. Oui. Je tiens à le préciser parce que je trouve ça d'une méchanceté incroyable. Tout à fait. Elle avait une de ses filles qui allait se faire opérer une grosse opération à la hanche. Oui. Et juste au moment qu'elle rentrait à l'hôpital, la DPJ arrivait. Savez-vous, pour un parent, qu'est-ce que c'est son enfant qui rentre pour la première fois à l'hôpital, qui se fait opérer? Moi, j'ai jamais vécu ça en tant qu'enfant à l'hôpital ou même familial. Donc, c'était quelque chose de très, très nouveau. Mais en tout cas, pour résumer vite fait, finalement, c'était quand les filles devaient retourner en septembre pour la période scolaire. Là, c'était... j'ai dû les retirer d'école parce que je voulais pas qu'elles soient encore laissées avec ce faux diagnostic. Mais en sachant pas, même en changeant d'école, le suivi reste là. Il y a un dossier qui se fait. On appelle ça l'effet Pygmalion. Oui. Provoquer un diagnostic, créer tous les événements pour se donner raison. Alors, ce diagnostic-là qui disait que vos enfants, ils ont un problème d'apprentissage ou un problème de quoi que ce soit, je ne sais pas là, mais le plus important, suite à ça, la DPJ, ils vous ont vraiment... est-ce qu'ils ont retiré les enfants? C'était une fois que j'ai reçu, que je devais aller en cours. Premièrement, personne à la chambre de jeunesse voulait prendre le dossier. J'arrivais là très tôt le matin. Je me suis même pas pris au début un avocat. Je trouvais ça une faute. En tout cas, et finalement... Vous n'avez pas pris ça en sérieux, vous voulez dire? Non, voyons. Même il y a des juges, des avocats qui m'ont dit que j'avais pas d'affaires là, que la chambre de jeunesse, c'est des cas où les enfants se font vraiment... en tout cas... Oui, je comprends. Moi, j'en croyais pas de mes yeux. Là, tout ce temps-là, c'était vraiment irréel. Puis, on n'était jamais à mon écoute. Tout dossier était toujours erroné. Alors, vous allez passer 8 fois devant la cour pour défendre. Ça, c'était l'année passée. Ça, c'est de mars, excusez-moi, là, mais de mars à septembre 2012 seulement. Uniquement. Mais le DPJ est rentré, on n'est pas rendu là, elle est en mars 2010. My God, oui. Alors, c'est vraiment une fois que l'ordonnance de la juge qui a dit, bon, écoutez, vous avez plus le droit de scolarité. Je me souviens plus trop exactement, mais il voulait faire les filles analyser le tout, neurologue, psychologue, pour savoir c'était quoi le problème. Ils ont enlevé une partie de son autorité parentale par rapport à ça. C'est la DPJ qui décide. Et comment vous avez pu connaître Mme Chantal Minou? Vous avez fait appel à qui? Grâce à une avocate, Mme Muriel Librati, qui m'a référé. Et puis, j'étais vraiment chanceuse parce que là, elle est arrivée vraiment au moment... pourtant. Mais ce que j'ai bien compris, ça veut dire si c'est Mme Chantal Minou, elle n'est pas rentrée dans le décor, il y avait un risque que vous perdez vos enfants? On n'était même pas rendu là, mais... Pour point de vue de la scolarisation, je les avais pratiquement... elles ne voulaient plus rien savoir, mes filles. Là. Elles voulaient même... ils étaient tannés, ça faisait 2 ans là, que la DPJ était là. Elles étaient frustrées. Elles ont été redoublées en 4e année. À 11 ans.
elle se retrouvait plus. Ça, c'est à cause de la DPJ. Oui. Si vous me permettez, c'est pas qu'il voulait enlever, c'est que quand je suis arrivée, c'était pire que ça. C'est que toute la famille était au désespoir. C'est ça, exactement. Et dénigré, la maman, le papa, la grand-mère, les 2 enfants, la grande sœur, tout le monde, ils valaient rien. Et même les enfants, la première chose que je leur demandais, c'est quoi vos forces? Il n'y en avait aucune. C'est ça qu'on leur avait dit. Alors, c'est ça une intervention de la DPJ, de convaincre les gens, des jeunes de 20 ans, des jeunes mamans, des jeunes parents, de les convaincre qu'ils ne valent rien, qu'ils sont des bons en rien. Mais on a un gros problème. Je pense qu'ils font pas bien leur travail. Et moi, c'est pour ça que j'ai décidé de dénoncer que je n'ai pas fini. Puis je pense qu'on fait des lois, on les applique pas. Mais Madame, nous revenons à l'histoire de Madame, là. Quand vous êtes intervenue, là. Le pire, c'est qu'il était dans il avait même pensé au suicide. Écoute, on était là. Il était dans un état où il était découragé, il abandonnait. Ses filles. Oui. Puis moi, tous les jours, je leur disais, écoutez, c'est une erreur de jugement, c'est une ordonnance, vous n'avez pas le choix, je vous amène à l'école. L'école, c'est l'école, et elles revenaient. Mais finalement, elles ont récupéré après l'école, grâce à Mme Minot. Alors, vous avez consacré du temps pour ces filles-là? Mais je tiens à dire quelque chose, parce qu'on parle de mon travail. Mais mon travail, si j'ai pu le faire, c'est grâce à Madame, grâce au père, puis grâce à la grand-mère et la grande sœur. Parce que si Madame, surtout Madame, qui a passé pour la mère, déranger, la maman, elle n'avait pas cru en ses filles, je peux vous garantir que j'aurais jamais réussi aussi vite. Parce que grâce à son regard positif, elle les a maintenues psychologiquement. Exactement. Et j'ai pu vite rattraper. Mais jamais j'aurais pu, dans d'autres cas, là, garder l'autre enfant qui est en train de mourir, là, la mère est pas là, il n'y a plus personne qui regarde cet enfant-là positivement, alors il est détruit psychologiquement. Mais est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous avez fait dans le cas de ces... On a rattrapé de mars à mai. On a rattrapé première, deuxième, troisième, quatrième année. Ils ont passé leur examen de quatrième, mai-juin. Et on a étudié l'été, 5e année, mais la DPJ a tout fait pour leur nuire. C'est là qu'ils sont allés au moins 4-5 fois à la cour. Ils ont même essayé d'enlever la garde des enfants. Imaginez, pendant qu'ils étudiaient, là. Ils ont tout fait. On n'a pas réussi à tout étudier les maths parce qu'ils ont tellement stressé. Pensez-vous que ça vous tente d'étudier comme enfant quand vous êtes menacé, qu'on vous enlève de chez vous? On a réussi quand même. Ils ont passé quand même les examens. Ils ont réussi à rentrer en 5-6e année. Maintenant, ils s'en vont en 6e puis ils s'en vont en secondaire. Alors aujourd'hui, vous voyez régulier. Vous voyez maintenant la différence vraiment entre vous étiez dans un vrai pétrin et après 3 ans, on commence à respirer parce qu'il y a une personne, je dis bien une personne qui vous a tendu la main et tout a changé, c'est ça? Oui. Alors qu'est-ce que vous avez? C'est l'écoute. Le parent, c'est un des premiers à savoir qu'est-ce qu'il y en est avec son enfant, puis l'écoute, elle n'est pas là. Elle est vraiment pas là. Puis on a bien beau payer n'importe quoi, nombre d'argent, un avocat, ça finit plus. Une fois que tu rentres là-dedans, dans la DPJ, t'es faite. Au travail, jamais que je parlais de ça. J'étais frustrée pendant un bon 3 à 4 ans. J'avais rien à dire vraiment trop bon à ma famille parce que ça concernait l'école. Tout le monde veut savoir comment ton enfant va. Alors, quand t'as ça, j'avais des rencontres à leur fête. Ils faisaient exprès, durant mes semaines de vacances d'été, à être obligés d'aller voir. Il y en avait un, c'était Stéphane Clavette, qui était incroyable. Ce monsieur-là, là, vraiment, là, mais dégoûtant. Le poing dans la main, en le frottant, puis en me disant, mais qu'avez-vous, madame, avec l'orthopédagogue? J'ai regardé la TS, j'ai répondu, donnez-moi votre carte. Il n'a jamais voulu donner sa carte. J'ai dit, non, moi, je me ferai pas servir comme ça, du tout. Et j'ai quitté. Mais c'était tout le temps ça. C'était tout le temps de convoquer sur des journées importantes. L'intimidation. Une semaine avant que tu allais en cours ou une semaine après que tu revenais de la cour. Et ensuite, c'était à l'école. C'était tout le temps... moi, là-dedans, je travaille. Mon mari travaille. Et c'était des appels. Et il venait aussi chez moi laisser des courriers à dernière minute c'est vraiment bouleverser la vie totalement erroné. Mais qu'est-ce qui est important, Mme Godin, avant que vous partiez, parce qu'elle doit quitter? Elle doit quitter, qu'est-ce qui est important de nommer le pire, je trouve, puis ils font ça dans plusieurs dossiers, c'est qu'ils usent de manigance pour pas que les parents se présentent en mesure d'urgence. Ils les préviennent pas. Ils s'arrangent pour que ce soit pas clair. Tout à fait. Quand je suis arrivée au début du dossier, c'était le 27, le père, c'était un hasard, j'étais là. Le père est rentré, ils n'ont pas prévenu. Puis là, j'ai eu un doute, je dis, préparez-vous, présentez-vous demain. Si on n'avait pas été là, ils enlevaient la garde. Et ils ont fait ça au moins plusieurs reprises, mais parce que j'étais là quasiment assez. Ils ont pu enlever la garde. Non, il aurait pu si elle s'était pas présentée, mais c'est parce que c'est moi. Ils me croyaient pas,
J'ai dit, présentez-vous. Il n'y avait pas eu de papier, il n'y avait pas eu de téléphone. Il envoie tout à l'ancien avocat. Si tu n'as pas fini de payer l'ancien avocat, c'est l'ancien avocat qui va tout avoir ça. Il ne va pas t'appeler. Et c'était là, cette journée-là. Non, mais ils font pire que ça. Moi, j'ai vu un dossier qui ont appelé la police pour empêcher qu'ils se présentent. Pour moi, c'est très pire ce que j'ai vécu. Je vous remercie beaucoup pour être tous à l'écoute. Je te remercie beaucoup, Mme Mineault, pour tout, puis on se reverra. Je te remercie beaucoup. Merci. Je tiens à préciser aussi qu'avec Mme Godin, avec les enfants, la famille, il y a une situation post-traumatique aussi qui s'installe après. Ça s'est pas arrêté définitivement le 28 septembre. Ils ont arrêté quand j'allais témoigner dans l'après-midi, carrément. Là, je pense. Mais c'est grave, Mme Chantal. Imaginez-vous, ça, c'est un cas parmi des centaines de cas comme ça. Il y en a plein. Ça veut dire une personne, elle peut changer toute la donne. Hein, oui. Et c'est ça qui est grave. Mais vous savez pas le travail que ça m'a demandé. J'ai travaillé des heures, j'étais disponible pour les attraper. On les intimidait constamment à longueur de journée pendant leurs vacances. On les mettait dans un état de découragement. Mais Mme Mineault, vous avez quand même sauvé une vie d'une famille. C'est ça 5. Qui est important. Moi, j'en mets 5. 2 parents, une grand-mère, une grande sœur et 2 jumelles. Voilà. Alors, ma chère auditrice, chers auditeurs, on va juste faire une petite pause musicale et on va revenir avec le reste de l'émission. Je me suis levé le corps lourd tellement tôt qu'à l'heure du dîner j'avais déjà une barbe de 2 jours. Je marchais devant la souffleuse depuis 4 heures du matin quand j'ai pensé me coucher sur le chemin. J'aurais été soufflé comme une chandelle d'aimant qui brûle par les 2 bouts et au sang. Je travaille trop, mais c'est pas assez. Je travaille trop, mais c'est pas assez. Il neigeait mon amour encore, on battait les records d'aplomb. J'avais les yeux cernés jusqu'au menton. Blême comme une bordée de neige, j'ai demandé une pause pour bouffer. Le vieux m'a dit t'as beau pas faire le party. Je me suis retourné vers le gros calicier. Et là, moi, j'ai sacré. Je travaille trop, mais c'est pas assez. Je travaille trop, mais c'est pas assez. Une tasse de lait chaud pour mon ulcère, pas pour le plaisir. La vie c'est pas un pique-nique, tout coûte cher. L'appart, le flot, l'amour. Et si mon char avait un signe astrologique, ce serait le cancer. Je travaille trop. Je travaille trop. Je travaille trop. Je travaille trop, mais c'est pas assez. 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 Voilà, donc bonjour chers auditrices, chers auditeurs. Je vous rappelle que vous êtes toujours sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine. Alors aujourd'hui, nous avons consacré cette émission à l'enfer de la DPJ et j'aimerais bien, Madame Chantal, juste avant de passer à Monsieur Adam Richard, vous demander à propos, Madame
Godin. Madame, oui, Godin nous a parlé de ce monsieur Steven Clavette, là, qui est adjoint clinique. Avez-vous des accrochages avec lui? Parce que je sais que vous êtes toujours avec des menaces derrière vous, des menaces et des intimidations et tout. Ben, l'autre dossier que l'enfant est en train de mourir, c'est lui qui est en arrière de ça. Un autre dossier aussi. Oui, et qu'on essaye d'intervenir. Et je vous dirais, dans le dossier de Mme Godin, il m'a même, Mme Godin, elle a des audios d'ailleurs, éventuellement, on le fera entendre. Il me menace, il m'a même crié après, il m'a dit qu'il me sortait du bureau. Écoutez, c'est incroyable. Je pensais jamais, comme psychoéducatrice, être comme bonne sœur. Comme là, après-midi, je dois aller faire l'évaluation des capacités parentales de la mère en question, en présence de son enfant. Et mon mari a peur pour moi. Et je vous avoue que moi aussi. Quand un intervenant, pour moi, si j'ai peur de lui comme si c'était un Hells Angel, là, je trouve ça inquiétant. Ouais. Écoutez, la semaine passée, on est obligé de déposer une plainte à la police, que c'est lui-même qui a appelé d'ailleurs. C'était la fête anniversaire, c'était pour c'était la visite supervisée pour la fête anniversaire qui avait eu déjà, qui était pour des parents, pour les parents. Ouais. Et la grand-mère était là. Il est arrivé, il savait pas que j'étais derrière le miroir, et je vous avouerai que j'ai vu un voie de fait sur l'enfant que je trouve inacceptable, mais il est très intelligent. Il s'arrange pour qu'il n'y ait pas de marque. Il l'a pris par le manteau. Écoutez, vous parlez de l'adjoint clinique, là. Stéphane Clavette. Et il a fait faire tomber l'enfant sans aucune raison. Il voulait plus parce que la grand-mère était là. Alors, il a privé, en plus d'avoir de la violence physique sur l'enfant, il l'a poussé vers l'extérieur. En plus d'avoir de la violence physique, c'est la violence psychologique aussi, parce que l'enfant était heureux de voir la table de fête, d'anniversaire, le gâteau, ses cadeaux. Il a pas pu. Il a coupé la rencontre. Ses parents, ils étaient là? Oui, sa grand-mère. Et là, qu'il l'ait fait devant les parents? Oui. Puis il savait pas que j'étais derrière le miroir. Et là, il est allé dehors, il est rentré, il a fermé la porte et la porte se barre. J'ai eu peur pour la mère et la grand-mère. Écoutez, ce monsieur-là pointait son doigt, puis il était assez costaud, et son bras, puis il s'approchait de la mère. J'avais peur qu'il la menace, j'avais peur qu'il lui fasse du mal. Et là, l'intervenante est venue cogner à la porte, puis elle a dit, il y a une psychoéducatrice derrière le miroir. Et là, il a dit, génial. Puis la rencontre est annulée, puis il a quitté. Puis il a appelé la police après. Pourquoi il a appelé la police? Écoutez, moi, j'ai dit, on va l'attendre, on va déposer une plainte pour voie de fait. Oui. Parce que c'est inacceptable. Mais, à votre avis, qu'est-ce qui pousse un gars comme lui de poser un tel geste? Monsieur Clavette n'a pas les compétences. Écoutez, depuis le 20 septembre, on a même, avant la semaine d'avant, l'avocat avait même écrit qu'il doutait de la capacité de Monsieur Clavette à gérer ses émotions puis son humeur. Ouais. Je pense qu'on a eu confirmation. Et malheureusement, c'est que depuis le 20 septembre, c'est supposé être appliqué la loi 21, que c'est une activité réservée aux psychoéducateurs, travailleurs sociaux. Ce n'est pas respecté. Ils ont obtenu un droit acquis. Et la raison, je vous avais donné un document pour lequel la loi a été mise en place, c'est le risque de préjudice, la clientèle vulnérable. On se fait éperdument de nos enfants. Je trouve ça inacceptable. Ça arriverait pas. À court terme, une solution, là. On peut-tu respecter la loi? Oui. Les travailleurs sociaux et les psychoéducateurs, je vous dis, si c'est eux qui faisaient des évaluations pour la cour et pour le signalement, pour l'orientation, on aurait beaucoup moins de problèmes parce qu'ils relèvent d'un ordre professionnel. Je vais revenir sur ce type-là, qui Steven Clavette. Est-ce que vous avez déposé une plainte contre cette personne? Hein? J'espère que vous n'êtes pas les seuls à déposer une plainte, parce que si ton attitude elle est c'est parce qu'on a une preuve. Là, on a des preuves. On était 3 témoins, on a des preuves. Mais le ton, il est très c'est tout un ton. Hein, ça se passera pas comme ça. C'est comme ça, c'est la DPJ, quoi. Ouais, mais c'est parce que j'ai vu les mêmes choses, moi, au soccer, avec des menaces de mort. Écoutez, c'est impressionnant de faire la similitude, là, c'est pas normal. À un point, vraiment, les gens, ils perdent le contrôle, ils se perdent eux-mêmes, finalement, donc, parce qu'il n'y a pas de... Mais c'est très agressif, mais c'est très... Mais c'est quoi qu'il y a de sain là-dedans? Et il se permet d'écrire des lettres vraiment de dénigrement. Jamais un intervenant, même si quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale... Tout à fait, mais il n'y a pas d'inspection. Pas quelqu'un comme ça. Ouais, parce qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'inspection, quelqu'un est laissé à lui-même. Mais il n'y a pas la compétence. Voilà. Donc, je reviens maintenant à monsieur Adam Richard. Bonjour, excusez-moi, je vous laisse à la dernière minute. Bonjour. Vous êtes quand même quelqu'un, ce qui est étrange. Je sais que vous êtes préoccupé par la recherche d'une meilleure démocratie au Québec et tout. Et je sais aussi que vous écrivez énormément. Hein. Vous avez un blog et vous écrivez pour sensibiliser la population et tout à ce point-là. Et je sais aussi que vous avez aucun lien direct ou indirect avec la DPJ finalement. C'est ça. Vous n'avez pas des enfants, vous n'avez pas dans la famille des enfants. Qu'est-ce qui amène une personne comme vous qui est totalement loin de ce problème-là, de s'impliquer et de devenir un militant aussi pour la protection des enfants et pour le bien des enfants? Ce qu'il faut savoir, c'est que ma motivation principale derrière mon militantisme, c'est justement l'implantation d'une démocratie plus participative, un mouvement que j'appelle démocratie 2.0. Oui. Bien entendu, pour avoir une démocratie de qualité, ça prend une information de qualité, une information libre et indépendante, ce dont nous avons de moins en moins dans nos médias traditionnels.
Et donc, au début de ce militantisme-là, j'ai été mis en contact avec des gens qui avaient des problèmes avec la DPJ. Voilà. Mon premier réflexe, comme tout le monde, ça a été de dire que ça n'a pas de bon sens, que c'était exagéré. Ouais, c'est ça. Il fabule, c'était mythomane tellement c'était gros parce que lui, son cas, ça se déroulait dans le Bas-Saint-Laurent, où est-ce que tout le monde se connaît, c'était un petit univers. Oui. Et là, t'as le policier de la SQ qui est copain avec l'agente correctionnelle qui est la conjointe du monsieur qui se plaignait, des juges, des avocats, des complicités, tout ce monde-là qui se tient. Donc, ça faisait vraiment quelque chose de très gros qu'au début, je croyais pas, mais ces gens-là, parce qu'il était pas tout seul, le monsieur, il avait aussi sa conjointe, étaient tellement poussés dans le désespoir qu'ils sont allés à dénoncer, mais à mettre les noms, les numéros de téléphone, les adresses des personnes impliquées qui dénonçaient. Et ça donnait quoi? Ça a donné que, éventuellement, ils ont enlevé ça, mais ça a donné que j'ai pu vérifier moi-même certaines des allégations, puis de voir que certaines des choses qui dénonçaient, qui alléguaient, paraissait effectivement vraiment fondé avec ce qui était soumis comme information à ce moment-là. Donc, j'ai décidé de les aider, d'écrire des articles qui dénonçaient ça, parce que vraiment, je trouvais qu'il y avait un gros déni de justice là, qui dépassait même le cadre de la DPJ, mais la DPJ avait été une porte d'entrée à ce niveau-là. Oui. Et suite à ça, j'ai été exposé à de nombreux autres cas de parents ou de grands-parents qui recherchaient de l'aide, ne serait-ce que pour donner une voix à leur détresse. Moi, je vous ai même vu dans un atelier de discussion entre parents, victimes et tout. Alors, c'est quand même, vous prenez ça comme, c'est-à-dire, ça devient un intérêt pour vous, là. C'est que pour moi, l'implantation d'une démocratie directe au Québec, c'est un projet de société. On fait une référence ici là, à la souveraineté du Québec tel que le PQ voudrait nous la vendre depuis 40 ans, qui est un projet vague et un chèque en blanc. Moi, vraiment, c'est un projet de société, la démocratie 2.0, que je trouve qu'on peut vraiment se doter pour avoir une meilleure société, plus juste, plus équitable. Et vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas de démocratie au Québec? Non, absolument pas. Absolument pas. Et justement, dans le contexte d'un projet de société, quand je regarde à côté qu'on a peut-être, j'ai vu des statistiques, là, je ne mettrai pas ma main dans le feu là-dessus, mais 30 000 enfants par année qui sont possiblement maganés, scrappés, excusez-moi l'expression, par la DPJ tous les années, c'est l'avenir de notre nation qu'on sabote complètement. C'est l'énergie, c'est tout l'avenir. Oui. Donc, au-delà des grands principes démocratiques, l'information, tout ça, il faut prendre en compte là, vraiment qu'il y a des vies humaines qui sont en jeu et que c'est très grave. On peut pas passer ça sous silence. On n'a qu'à regarder les scandales des orphelins du Plessis. Ça a pris 40-50 ans avant que ça ressorte. Et c'est pas encore fini. Et c'est pas encore fini, mais au moins ça a été avoué. Et là, il commence à avoir des réparations. La même chose avec les pensionnats indiens qui sont revenus sur le dossier récemment, justement avec un processus de réconciliation. Je vais vous dire, mon dernier article que j'ai écrit la semaine dernière concernant les cas de Mme Minot, depuis 7 ans, depuis seulement une semaine, il y a 2 cas majeurs qui sont sortis dans les médias. De cas de pédophilie, de maltraitance des enfants, dans lesquels la DPJ a été sévèrement blâmée, puis dans laquelle même les juges se questionnent à savoir que la DPJ avait été informée de maltraitance plusieurs années auparavant et n'avait pas agi. Il ne reste pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que vous dites du travail qu'elle fait, Mme Minot? Rapidement, là, dans quelques secondes. Moi, je connais pas vraiment personnellement Mme Minot dans le cadre de son travail professionnel, autre que les informations. Selon ce qu'on vient d'écouter, là. Moi, je suis parfaitement en appui avec ses démarches, avec ce qu'elle fait. Il faut dénoncer. Parce qu'il faut que toute la population il faut dénoncer ces situations-là parce que le silence. C'est pas juste dénoncer, il faut appuyer ces gens comme Mme Chantal. Oui, absolument. Il faut que la population devra normalement appuyer quelqu'un comme ça. Ils sont très peu, ces gens-là. Il va falloir qu'il y ait de l'action, que les gens s'impliquent dans la réaction éventuellement pour appuyer, mais pour pouvoir agir de façon concrète et correcte, il faut avoir déjà une bonne information. Merci, Richard. Ça prendrait une loi pour nous protéger parce que c'est inacceptable que je subisse de l'harcèlement de mon ordre professionnel parce que je protège les enfants et qu'on cherche, on va à la pêche puis on essaie de me provoquer. Que l'amour passe comme un problème de santé mentale, je trouve qu'on a un sérieux problème de société. Alors voilà, chers auditrices, chers auditeurs, nous arrivons au terme de cette émission. Il y a encore des choses à dire, mais qu'est-ce que vous voulez? J'aimerais rapidement remercier mes invités d'aujourd'hui. On salue le courage de Madame Chantal Minot, psycho-éducatrice, Monsieur Adam Richard, militant et auteur avide de justice, Madame Annie Gaudin, victime de la DPJ, et sans oublier Monsieur Gilles Boivin, président fondateur de la Save DPJ. Merci à tout le monde d'avoir accepté de témoigner sur ce plateau. Merci à notre technicien de son, Monsieur Louis-Joseph
Joseph Alfendi et à Radio Centre-Ville 102.3 FM. Merci de nous avoir cédé cet espace afin que la parole de l'autre existe. À moi, je vous donne un rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir. Non-stop sur les Antilles. Une émission de variété. Un plaisir à la découverte. Une émission à savourer sans modération. Musique, information, éducation, histoire, débat. Non-stop sur les Antilles. Mardi, minuit 30. Sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM. C'est un rendez-vous. Ici Soundproof et Pascal. Entre un café et le trafic, Urban Ways, une façon de débuter le week-end. Tous les vendredis matins de 8 à 9 où l'on parle actualité, culture, musique dans un vibe chill. Et recevez les conseils de nos différents chroniqueurs. Alors stationnez-vous. Fermez la porte du bureau. Urban Ways, tous les vendredis matins, 8 à 9. Annoncez votre entreprise à la radio. Faites-vous connaître davantage. Sur Radio Centre-Ville, vous pouvez vous le permettre. C'est plus qu'abordable. Trouvez de nouveaux clients parmi diverses communautés du Grand Montréal et annoncez dans des émissions qui seront pertinentes par rapport à vos produits et services. Développons ensemble la stratégie à adopter. Informez-vous en rejoignant notre département de publicité au 514-495-8836 ou à publicité@radiocentreville.com. Salsa, reggae, kamba, zouk, lambada, bossa nova, fado, hip-hop, ragamuffin, mala, tango, samba, merengue, bachata, jazz, chansonnette française, soukous, rock francophone, funk, blues, techno, drum and bass. Toute la musique du monde sur le 52,3 FM. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.